Maman, j'ai oublié d'acheter ton billet. Mon fils a dit cela avec un mince sourire, tenant toujours en main le billet de première classe que j'avais payé. 30 000 € pour des vacances en famille, et pourtant, la personne laissée derrière était celle qui avait tout financé. Ma belle-fille a fait semblant de paniquer en se penchant vers moi. Un billet de dernière minute coûte 3 000 €, et il n'y a plus de siège près de nous. Rentre à la maison, d'accord? On te rapportera des souvenirs. Sa voix était douce comme le miel, mais le regard qu'elle m'a jeté était plus froid que l'acier. Je suis resté planté au milieu de l'aéroport, écoutant le bruit des roulettes de leurs valises s'éloigner, se fondant dans les appels à l'embarquement. Ils pensaient s'être simplement débarrassés de la vieille femme accommodante, qui payait toujours la note. Ils ne savaient pas que dans quelques heures, lorsque l'avion atterrirait au paradis, ils recevraient une notification légale froide comme la pierre. Et c'est là que leurs vacances de rêve se transformeraient en un véritable enfer. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, au milieu de ce flot de gens pressés. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry était toujours aussi bruyant. Des enfants criaient lorsque les avions décollaient, et je restais immobile comme une statue dans une foule en mouvement. L'odeur de café, les annonces, les lumières blanches se reflétant sur le carrelage brillant, tout se mélangeait en quelque chose d'étrange et de distant. Quelques minutes plus tôt, je croyais que j'allais profiter de la Martinique avec mon fils, ma belle-fille et mes 2 petits-enfants, le premier vrai voyage que j'avais osé organiser depuis des années. Maintenant, il ne restait plus qu'un vide amer. J'ai ravalé l'humiliation comme une pierre froide, essayant de garder ma voix stable en disant à l'agente d'enregistrement « Ce n'est rien. Je vais rentrer ». Elle m'a regardé avec sympathie, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, puis a simplement hoché la tête. Peut-être comprenait-elle que certaines douleurs n'ont pas besoin de pitié. J'ai pris mon petit sac et je suis sorti de la file, me dirigeant vers la sortie. Dehors, un vent chaud balayait le parking, charriant l'odeur des gaz d'échappement et de l'asphalte. Quand le taxi s'est arrêté, j'ai ouvert la portière, je me suis assise à l'arrière et j'ai dit doucement « Écully, s'il vous plaît ». La route du retour m'a semblé plus longue que prévu. La ville défilait par la fenêtre, des immeubles, des panneaux, un flot incessant de voitures. Mon reflet sur la vitre montrait des cheveux gris, des yeux cernés, une peau marquée par le temps. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ce regard. Une lueur froide, claire, déterminée. Pas l'image d'une vieille femme abandonnée, mais celle d'une femme sur le point de redessiner sa vie. Quand je suis arrivée à la maison, la belle maison en pierre où François et moi avions vécu pendant plus de 30 ans était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge comptoise. J'ai posé mon sac sur une chaise, j'ai enlevé mes lunettes et je me suis assise dans le vieux fauteuil de mon mari, l'endroit où il lisait le journal chaque matin. Sur la table, il y avait notre photo de mariage. François souriant doucement et moi le regardant, les yeux pleins de confiance. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit après avoir aidé un ami proche à traverser une faillite. La gentillesse sans barrière, Hélène, devient un buffet à volonté pour les autres. À l'époque, j'avais simplement ri. Je pensais qu'il était trop rigide. Que dans une famille, l'amour suffirait à tout maintenir. Mais maintenant, quand mon propre fils a dit qu'il avait oublié mon billet, j'ai compris. Les clôtures ne sont pas construites par froideur. Elles sont construites par respect de soi. Je me suis dirigée vers le bureau, près de la fenêtre. Dans le tiroir se trouvait le dossier familier, Fiducie familiale Leroy, 2012. C'était le fruit de toute une vie de travail, l'entreprise de meubles que François et moi avions bâtie à partir de rien. Il contenait des actions, des maisons, des comptes d'épargne, même des revenus locatifs. Après le décès de François, j'avais confié un accès partiel à Adrien pour que le garçon apprenne la responsabilité. Tout ce qu'il a appris, c'est à dépenser sans limite. J'ai feuilleté les pages épaisses, mes mains tremblant légèrement. Chaque page me rappelait une fissure. Le prêt temporaire qu'il n'a jamais remboursé. La fois où la boutique de Sandrine a fait faillite et qu'elle a pleuré pour obtenir de l'aide. Ces dîners de famille dans des restaurants chics dont la facture arrivait toujours à mon adresse. L'humiliation de l'aéroport n'était que la goutte d'eau après des années d'aide par habitude. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le petit coffre-fort derrière l'armoire. Le code était notre date de mariage, 2405. À l'intérieur, les dossiers étaient rangés en piles nettes. Des livrets de banque, des contrats d'assurance, des titres de propriété, le testament et une clé USB étiquetée « Julie, version finale ». Julie Dubois, mon avocate, celle qui m'avait aidé à vendre l'entreprise il y a 10 ans, une femme franco-coréenne, vive et discrète. J'ai composé son numéro, ma main un peu tremblante. Une voix basse et égale a répondu
cabinet d'avocat Julie Dubois. Julie, c'est Hélène. J'ai besoin de votre aide, dis-je d'urgence. Il y eut un silence. Puis sa voix devint sérieuse. Est-ce que cela concerne la fiducie familiale? J'ai serré les lèvres. Oui, et cela concerne Adrien. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain matin, mais Julie n'a pas eu besoin de beaucoup d'explications. Le simple fait de dire « ils sont en Martinique » lui a suffi. Elle avait assez rencontré Adrien pour cerner le personnage. Une ambition enveloppée de politesse, toujours prêt avec un « je veux juste que tu sois fier de moi ». Je me suis assise et j'ai listé des tâches dans mon carnet en cuir. Geler temporairement l'accès d'Adrien à la fiducie familiale. Envoyer la notification légale dès que leur avion atterrira. Révoquer toutes les cartes secondaires et la limite de dépenses familiales. Compiler les preuves de dépenses, relevés, photos, reçus. Examiner les actifs à risque d'utilisation abusive. Préparer un rapport distinct pour le conseiller financier de la banque. J'ai marqué chaque ligne en rouge. À la dernière ligne, j'ai fait une pause, contrôler le récit familial. Je savais que Sandrine allait rapidement inventer l'histoire de la belle-mère injuste, mais cette fois, je n'avais pas peur d'être mal comprise. J'avais seulement besoin de la vérité. J'ai fermé le carnet et je suis sortie dans le jardin. Le citronnier que François avait planté était lourd de fruits brillants. J'en ai cueilli un, je l'ai coupé en deux et j'ai respiré son parfum frais et acidulé. François disait toujours, un peu d'acide te garde éveillé. J'ai souri. Aujourd'hui, j'étais vraiment éveillée. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau lambrissé de chêne, la lampe de bureau éclairant d'épais documents. Sur le bureau, mon téléphone s'est allumé pour un appel vidéo de Julie. « Hélène, dit-elle, tout est prêt. J'ai juste besoin de votre confirmation. Voulez-vous que la notification soit envoyée au moment où ils arrivent à l'hôtel? » Absolument. Je veux que ce soit la première chose qu'ils lisent en allumant leur téléphone. Julie a hoché la tête, ses doigts tapant rapidement. Très bien. J'enverrai un avis pour geler les comptes et pour réexaminer tous les droits de succession. Dans les 6 prochaines heures, ils sauront que la fête est finie. J'ai regardé Lyon la nuit, des îlots de lumière chaude à travers la ville. Un chat errant a traversé le jardin, son ombre glissant comme de la fumée. J'ai pensé à François, à la façon dont il disait « Quand les gens traitent ta gentillesse comme un dû, arrête. Tu nourris un traître dans ta propre maison. » J'ai expiré doucement. J'ai arrêté, François. Avant de me coucher, j'ai pris une autre feuille de papier et j'ai écrit quelques lignes simples. 15 juin, le début d'un nouveau chemin. Non plus la mère laissée pour compte, mais la femme qui redessine ses propres plans. J'ai plié le papier et je l'ai mis dans le tiroir. Dehors, la brise nocturne se mêlait au tic-tac régulier de l'horloge, lent et sûr. Demain, quand l'avion d'Adrien atterrirait en Martinique, alors qu'ils rêveraient encore d'eau bleue et de cocktails, ils ouvriraient leur téléphone et verraient le sujet froid de l'email du cabinet d'avocats. Notification légale. Gel temporaire des actifs de la fiducie familiale Leroy. Ils paniqueraient, appelleraient, enverraient des messages, s'agiteraient, mais je ne répondrais pas. J'ai passé ma vie à nourrir les autres. Maintenant, je passerai le reste de ma vie à me réapproprier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison semblait trop silencieuse, le genre de silence qui n'est pas la paix, mais l'espace après un grand vent. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lueur de la lune sur la vieille montre de poche de François, celle qu'il portait pour les réunions de contrat. Il l'adorait, non pas pour son prix, mais parce qu'il avait travaillé des heures supplémentaires pendant un mois et redessiné des plans pour se l'offrir. Adrien le savait, et c'est là que j'ai vu la première fissure dans ses fondations. Je me souviens de cet après-midi, clairement, environ 3 ans après la mort de François. Adrien est venu dans un nouveau costume, les cheveux parfaitement coiffés, plein d'énergie. « Maman, j'ai une grosse réunion sur la presqu'île. Je me souviens de la vieille Hamilton de papa, celle avec le cadran argenté. Je peux l'emprunter? Ça ferait bonne impression. » Je me suis arrêtée au milieu de mon geste pour verser le thé. Son « juste pour un moment » sonnait comme la première ligne d'une série interminable de demandes. « Non, Adrien, » ai-je dit doucement. « C'est un souvenir de ton père, pas un accessoire pour impressionner les gens. » Il a haussé un sourcil, son sourire s'effaçant. « Tu gardes encore tout à l'identique. Tu devrais apprendre à lâcher prise. Ce n'est qu'une montre. » Sandrine, assise sur le canapé avec son téléphone, a ajouté d'une voix mielleuse, « Il l'emprunterait juste pour une soirée. Maman, personne ne la voit à la maison de toute façon, et le client verrait à quel point ton fils a réussi. » Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Adrien.
La façon dont il a jeté un coup d'œil à sa femme, puis à moi m'a dit qu'il n'y avait plus de respect dans ses yeux. Juste une patience calculée. Comme quelqu'un qui attend qu'une personne âgée cède. J'ai secoué la tête. Non, cette montre appartient à quelqu'un qui comprend le travail qu'il faut pour l'obtenir. Le silence qui a suivi était suffocant. Adrien a posé sa tasse de café et n'a rien dit, mais un frisson a parcouru ses lèvres. Quelque chose en moi s'est fissuré. Après cela, il est venu moins souvent. Sandrine appelait parfois, aussi joyeuse qu'un oiseau. Maman, je lance une petite boutique en ligne de foulards en soie fait main. J'ai juste besoin d'un petit capital de départ. Je veux être indépendante, ne dépendre de personne. J'ai écouté et j'ai compati. J'ai lancé une entreprise au milieu des années 80. Je savais ce que signifiait de joindre les deux bouts. Alors, j'ai fait un chèque de 50 000 €, l'envoyant avec une carte, pour ton départ. Mais souviens-toi, ne le transforme pas en le rêve de quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, à un feu rouge sur le boulevard des Belges, j'ai vu Sandrine sortir d'une boutique de luxe, un sac de course orange vif à la main, riant dans son téléphone. J'ai reconnu le logo, Hermès. J'ai regardé à travers le pare-brise, la poitrine serrée. La fille indépendante que j'admirais achetait un sac de créateur avec l'argent même emprunté pour construire son avenir. La façon dont elle a levé le menton et marché m'a dit que quelques larmes pouvaient acheter un chèque. Cette nuit-là, je n'ai ni grondé ni appelé. J'ai juste écrit dans mon carnet, « Tout le monde ne pleure pas de douleur. Parfois, c'est à cause du scénario. Mais une fois que vous ouvrez votre portefeuille, les gens pensent que vous avez ouvert la porte. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des factures familiales. Adrien m'a demandé de couvrir les cotisations du club de golf, les jouets haut de gamme pour les enfants, les dîners intimes dans des restaurants où je n'avais jamais mis les pieds. Quand j'ai posé des questions, il a ri. Je te rembourserai plus tard. C'est juste plus facile d'utiliser ta carte pour les points. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Je croyais encore que je l'aidais à gérer la pression du travail. Mais un jour, en vérifiant mon compte, j'ai découvert que près de 8 000 € avaient disparu en un mois. Pas pour des raisons pratiques, mais pour des achats personnels. Je lui ai envoyé un email. Adrien n'a pas répondu. Sandrine a envoyé un SMS, « Je suis désolée. Le restaurant a dû facturer 2 fois. Je vais m'en occuper. » Aucun remboursement n'est jamais arrivé. Et moi, idiote, j'ai laissé faire. Puis, un dimanche soir, alors que je mettais la table, Adrien a demandé, « Dis, maman. Notre fiducie. Est-ce qu'elle est révocable ou irrévocable ?» Je me suis retournée, surprise. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Il a haussé les épaules. Juste par curiosité. J'ai lu des trucs sur la finance et tout le monde dit qu'il faut connaître sa fiducie familiale. Oh, et s'il y a une clause de distribution anticipée, fais-le-moi savoir. Si un investissement majeur se présente, peut-être qu'on pourrait tous les deux en profiter. Cela semblait anodin, mais le ton m'a glacé. Il a dit, on pourrait tous les deux en profiter, comme si la fiducie était un bien partagé et que j'en étais juste la gardienne temporaire. J'ai répondu simplement, cette fiducie est pour ton avenir et celui des enfants après ma mort, pas pour en retirer des morceaux de mon vivant. Il a souri, un sourire aussi chaud qu'un soleil d'hiver, qui semble chaud mais ne réchauffe pas. À partir de ce moment, il n'a cessé de parler de « planifier l'avenir ». Chaque visite s'accompagnait de plus de questions. Combien d'actions détiens-tu? Qui est le mandataire secondaire? Si tu tombes malade, qui signe pour toi? Au début, je pensais que c'était de l'attention. Maintenant, je sais que c'était une encre qu'il jetait discrètement dans mon coffre-fort. Je me suis souvenu de François. Quand quelqu'un commence à s'enquérir de la valeur au lieu de l'effort, la cupidité a déjà vaincu la raison. Cette phrase a résonné comme un marteau sur du bois. J'ai regardé autour de moi dans la maison, les murs, les meubles, les photos de famille. Tout semblait pareil. Mais soudain, j'ai vu les fissures de longue date que j'avais ignorées. Je me suis levée, j'ai pris mon gilet en laine et je suis sortie sur la terrasse. La brise nocturne portait un parfum de jasmin. Dans cet air frais, j'ai entendu François dans ma mémoire. Ne les laisse pas transformer ta gentillesse en un plan, Hélène. J'ai souri faiblement, mais cela n'a pas atteint mes yeux. Oui, je les avais laissés transformer ma gentillesse en une banque sans intérêt. Cette nuit-là, j'ai sorti le vieil agenda en cuir, celui que j'utilisais pour les affaires il y a des années. Cette fois, j'ai ouvert une nouvelle page. En haut, à l'encre rouge, j'ai écrit « La dépendance organisée doit cesser ». En dessous, j'ai listé 1. Examiner chaque aide que j'ai apportée au cours des 3 dernières années. 2.
Relevé détaillé de chaque dépense faite par Adrien sur la carte secondaire. 3. Appeler la banque pour fixer des limites d'accès. 4. Parler à Julie de la modification de la fiducie. 5. Écrire une lettre séparée aux petits-enfants pour qu'ils comprennent la valeur de l'indépendance. Je me suis arrêtée. La lampe de bureau éclairait mon visage dans le reflet de la fenêtre. Une femme de 67 ans qui avait trop aimé, donné trop facilement, et qui réapprenait la première leçon de la jeunesse. Savoir dire, ça suffit. Dehors, les feuilles du citronnier bruissaient, la lueur de la lune se déversant sur le perron en bois. J'ai fermé les yeux, écoutant l'horloge comptoise à l'intérieur, régulière, fiable, comme le battement de cœur de François quand je posais ma tête sur sa poitrine. Je savais qu'à mon réveil, je commencerais à construire la clôture. Pas du fil de fer barbelé, mais une clôture invisible faite de respect et de discipline. Parce qu'une maison, aussi bon que soient les matériaux, s'effondre si les fondations pourrissent. Et les fondations de ma famille ont commencé à se fissurer le jour où j'ai cru faire ce qui était le mieux pour mon fils. J'ai fermé le carnet et j'ai éteint la lumière. Dans le noir, je me suis murmuré, « Il est temps, Hélène. Il est temps de construire la clôture. » Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau de Julie Dubois 1 heure en avance. Le bâtiment en verre captait les premiers rayons du soleil. Vif et clair. Le même sentiment que j'essayais de maintenir en moi. Au 13e étage, une petite plaque dorée indiquait « Dubois et associés, droit des successions et gestion de fiducie ». J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. Julie m'a accueillie avec un petit sourire apaisant. Elle était la même que le premier jour où nous nous étions rencontrés. Des cheveux impeccablement coiffés en chignon, une voix si posée qu'elle ralentissait les gens. « Un café » a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Le café ferait battre mon cœur trop vite, et aujourd'hui, j'avais besoin d'un cœur stable pour faire quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, geler les finances de mon propre fils. Julie a ouvert son ordinateur portable. Des dossiers remplissaient l'écran. J'ai examiné la copie de la fiducie que vous m'avez envoyée hier. Honnêtement, Hélène, votre fils a un accès assez large, non seulement à un compte secondaire, mais aussi à des distributions périodiques. Il peut retirer des fonds pour les dépenses familiales, ce qui peut signifier tout ce qui semble raisonnable. Je suis restée silencieuse. Le mot « familial » semblait sarcastique. Elle a poursuivi « Je recommande de geler temporairement tout accès d'Adrien à la fiducie familiale Leroy. Cela n'annulera pas l'héritage, mais cela bloquera toute transaction pendant la période d'examen. » J'ai hoché la tête. « Faites-le maintenant. Je veux que tout soit en place au moment où leur avion atterrira en Martinique. » Julie m'a étudié. « Vous voulez que la notification frappe au moment où ils atterrissent ? » Oui. C'est la fenêtre idéale. Ils allument leur téléphone, se connectent au Wi-Fi de l'hôtel, et le premier email qu'ils voient vient de votre cabinet. Pas une vengeance, juste une cause à effet. Ses doigts ont volé sur le clavier, sa voix aussi régulière qu'une aiguille d'horloge. Je vais rédiger la notification légale et donner instruction à la banque de bloquer toutes les cartes secondaires. Aussi, voulez-vous plafonner la limite de dépenses familiales qu'Adrien utilise ? J'ai eu un mince sourire. Plus de limites. Bloquez-la. 10 minutes plus tard, l'écran affichait chaque compte, chaque action, chaque contrat de location en Provence et sur la Côte d'Azur. Tout ce qui était sous la fiducie. Julie a pointé une ligne. C'est le compte d'investissement commun. Adrien peut le consulter et demander des transferts de dividendes. Je vais demander à la banque de suspendre ses droits de demande jusqu'à nouvel ordre. J'ai regardé les rangées de chiffres, autrefois une source de fierté. Maintenant, il ressemblait à des serrures que quelqu'un avait discrètement crochetées. Vous savez, dis-je lentement, je pensais que si tout était clair et légal, il n'y aurait pas de problème. J'avais tort. Aucune clause n'est assez stricte quand les gens deviennent laxistes. Julie a fait une pause, m'a regardé dans les yeux. La tranquillité d'esprit ne vient pas de la colère, Hélène. Elle vient de la bonne structure. Quand elle sera correctement mise en place, vous respirerez à nouveau. Cela m'a fait sourire un peu. J'ai fini de discuter. Je laisserai les conséquences parler. Elle a hoché la tête. C'est ce que choisissent les gens qui ont dépassé la colère. Non, dis-je plus bas, c'est ce que vous choisissez quand on vous a tellement utilisé qu'il ne reste plus rien pour être en colère. Elle a imprimé un document et m'a tendu un stylo. Autorisation d'urgence. Alors que le stylo glissait sur le papier, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, léger mais vif, comme si on coupait une partie de soi-même pour pouvoir respirer à nouveau. Elle a rassemblé les papiers dans un dossier en cuir. Tout sera exécuté dans les 30 minutes.
La banque vous enverra un SMS quand ce sera fait. Merci, Julie. Je ne fais que mon travail. Et vous, Hélène, sa voix s'est adoucie, vous faites ce qui est juste pour vous-même. Quand je suis partie, le soleil était haut. Debout sur le trottoir, regardant les voitures glisser, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas un vide, un calme, un ordre restauré. Je me suis arrêtée au café du coin où François et moi avions l'habitude de nous asseoir le dimanche matin. Le café crème avait toujours la mousse épaisse qu'il aimait. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai attendu la confirmation. Quand il a vibré, je n'ai pas été surprise. J'ai juste souri. L'écran affichait « Alerte bancaire. Votre demande de gel des cartes secondaires et de l'accès à la fiducie familiale Leroy a été traitée avec succès. » Une seule ligne courte, mais elle a sonné comme le premier clou enfoncé dans du bois pourri. Droit, ferme, final. J'ai imaginé la Martinique. Un soleil éclatant, un hall d'entrée au sol de marbre, des palmiers se balançant. Adrien s'approche du comptoir et tend la carte. L'employé sourit, passe la carte, puis force un sourire plus crispé. « Je suis désolé, monsieur. Votre carte a été refusée. » Adrien fronce les sourcils, lui demande de la repasser. Toujours refusée. Sandrine essaie de masquer son malaise avec un sourire tordu. Je les imagine échangeant des regards, l'inquiétude montant, puis se transformant en reproche. Rien que cette pensée m'a allégé la poitrine. Pas une satisfaction méchante, juste la justice trouvant enfin sa voie. J'ai siroté mon café. La saveur s'est répandue en moi. Pour la première fois depuis des années, le café avait le goût qu'il devait avoir, amer, mais vrai. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon carnet. Sur la page après la ligne rouge d'hier, j'ai écrit « Pas une vengeance, tracer des limites ». Je l'ai relu encore et encore. Les limites, facile à dire, les plus difficiles à maintenir en famille. Quand votre enfant est petit, vous êtes sa clôture. Quand il grandit, vous oubliez de construire une clôture pour vous-même. Je suis sortie dans le jardin. Le vent bougeait dans les feuilles du citronnier. Un doux bruissement. Plus loin, la vieille clôture en bois autour du potager de François était défraîchie. Quelques lattes étaient tordues. J'ai passé ma main sur le grain, sentant la rugosité du temps. Demain, je réparerai cette clôture. Pas seulement celle du jardin, mais celle autour de mon cœur. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai pris la théière en céramique que François avait fabriquée. L'émail vert jade s'était estompé, mais sa forme était toujours la même. En versant l'eau chaude, la vapeur s'est élevée avec le parfum des souvenirs. Je me suis assise, j'ai allumé la vieille radio et j'ai mis « La vie en rose ». François aimait en cette chanson. L'entendre maintenant ne me rendait plus triste. Cela me faisait simplement me sentir vivante, non plus liée à la peur de perdre quelqu'un. Quand l'horloge a sonné 5 heures, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Julie. Tout est fait. La notification légale a été envoyée à l'adresse officielle d'Adrien Cole. Il la recevra à l'atterrissage de l'avion. J'ai regardé l'écran brillant dans la lumière du coucher de soleil, se reflétant sur la photo de François sur le mur voisin. J'ai dit doucement « Tu entends ça, François ?» J'ai commencé. À ce moment-là, je ne me sentais ni faible ni seule. Je me sentais juste en paix. Tout revenait à sa place. La justice, l'amour, et moi. Quand la nuit est tombée, je suis sortie sur la terrasse et j'ai regardé les premières étoiles apparaître. Dans ma poitrine, ce n'était plus de la colère. C'était la certitude tranquille de quelqu'un qui venait de terminer un projet important. Et quand le téléphone s'est allumé une dernière fois avec la ligne familière, suspension de transaction confirmée. Fiducie familiale Leroy sécurisée. J'ai souri et j'ai refermé le téléphone. Le premier coup était joué. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. La première lumière se glissait à travers les rideaux dans la petite cuisine qui sentait encore faiblement le pain. J'ai préparé une théière de thé noir, le préféré de François, et j'ai posé la tasse sur la table qu'il avait autrefois construite. Le chêne avait foncé au fil des ans, mais la surface était toujours aussi lisse que le premier jour. À côté de la tasse, le téléphone reposait en silence. Je savais que dans quelques heures, il commencerait à sonner sans arrêt. À 10 heures précises, le premier SMS est arrivé. Adrien. Maman, la banque doit se tromper. La carte est refusée. C'est probablement une alerte à la fraude. Tu peux appeler pour moi? J'ai posé le téléphone sans répondre. L'eau frémissait doucement dans la bouilloire, une légère brume blanche s'élevant. J'ai versé soigneusement dans la tasse et j'ai regardé le liquide brun onduler.
Chacun de mes mouvements était si calme qu'il aurait pu rendre fou n'importe qui, surtout des gens habitués à ce que je me précipite pour eux. 2 minutes plus tard, un autre message s'est allumé. Sandrine. Il ne nous laisse pas nous enregistrer. Les enfants sont épuisés. Règle ça. Arrête de rendre les choses difficiles. Ils ont dit que le titulaire du compte doit juste confirmer. Je n'ai toujours pas touché le téléphone. J'ai tendu la main et j'ai allumé la vieille radio dans le coin. La piste acoustique familière a commencé, un baryton chaleureux apaisant la pièce. J'ai pris un chiffon et j'ai essuyé le plateau de la table en bois. Des mouvements lents et réguliers. La faible odeur d'huile de bois flottait dans l'air, propre, simple, paisible, le genre de paix que personne ne peut acheter avec une carte de crédit. Puis les appels ont commencé. Au début, ils étaient espacés de quelques minutes. Puis ils sont venus sans interruption. La sonnerie résonnait fort, urgente, presque en colère. Je n'ai pas décroché. J'ai juste compté dans ma tête. 10, puis 27, puis 54 appels. Chaque sonnerie était une autre couche de rouge à lèvres s'écaillant du masque de l'amour familial. Chaque nouveau SMS transformait une excuse en une menace. Adrien, maman, pourquoi tu ne réponds pas? Je suis dans le hall et les gens me regardent comme un criminel. Sandrine, c'est embarrassant. Qu'est-ce que tu fais? Tout l'hôtel nous regarde. Adrien, tu sais que les enfants pleurent? Tu vas les faire dormir à l'aéroport. J'ai regardé ces mots et je me suis sentie plus calme que prévu. Pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je savais que j'avais déjà été guidée par ces mêmes lignes auparavant. Cette fois, je ne tombais pas dans le piège. J'ai juste enregistré chaque message soigneusement, comme un artisan marquant chaque jointure sur un plan. À midi, Julie a envoyé un court email. Toutes les procédures de blocage des cartes secondaires fonctionnent comme prévu. Personne d'autre que vous ne peut les réactiver. S'il vous contacte, laissez-moi m'en occuper. J'ai répondu par 2 mots. Merci, Julie. L'après-midi, j'étais dans le jardin, assise sur la chaise en bois que François avait restaurée il y a des années. Le soleil dorait le nouvel oranger. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule ligne. Ce n'est pas de la mauvaise parentalité, ce sont de mauvaises limites. J'ai posé le stylo. Cette phrase a soulevé un poids. Pendant des années, j'avais vécu dans une peur appelée culpabilité maternelle. Peur de dire non. Peur d'être mal comprise. Peur de blesser les sentiments de mon fils. Mais il s'est avéré que parce que j'avais peur, je leur avais donné le droit de me blesser encore et encore. J'ai imaginé la scène à l'hôtel. La réception élégante, le sol en marbre poli, l'employé antillais s'inclinant légèrement avec un sourire professionnel. « Monsieur, votre carte a été refusée. » Sandrine, se penchant, sifflant à voix basse. « Repassez-la. C'est probablement une erreur de réseau. » Une deuxième fois, une troisième, et toujours refusée. Ce moment de « refuser » n'était pas seulement une punition. C'était un miroir reflétant la cupidité et un signal d'alarme. Avez-vous déjà assisté à l'effondrement du pont que quelqu'un a construit avec des mots doux? Partagez-le avec moi dans les commentaires. Chaque histoire que vous racontez est un morceau du miroir, et lorsque nous les assemblons, nous voyons le vrai visage de la famille conditionnelle. Je pouvais imaginer leur visage clairement. Adrien, rouge de colère et de honte. Sandrine, essayant de paraître calme, mais sa main crispée sur la lanière de son sac, sa voix tremblante. Les enfants demandant probablement déjà « Pourquoi on ne va pas dans la chambre ?» Ils accuseraient la banque, un problème technique. Mais aucun d'eux n'admettrait que c'était la conséquence de la cupidité. Ce soir-là, alors qu'ils cherchaient probablement un hôtel bon marché, j'ai ouvert la vieille boîte à outils de François à la maison. Ses ciseaux à bois étaient toujours là. Les manches en bois étaient lisses. Les lames étaient tachées de rouille. J'ai pris du papier de verre et je les ai travaillés petit à petit jusqu'à ce que l'acier brille. Le grattement du métal était régulier, se mêlant au jazz sur le petit haut-parleur. Mes mains semblaient inhabituellement sûres. Peut-être que cela faisait longtemps que je n'avais pas vraiment fait quelque chose de mes mains au lieu de mon portefeuille. Vers minuit, le téléphone a de nouveau vibré. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était Adrien. Cette fois, ce n'était pas un SMS. C'était un appel vidéo. J'ai regardé l'écran s'allumer et son visage apparaître, en sueur, irrité, le bruit du hall de l'aéroport derrière lui. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'appel se termine de lui-même. Puis il a sonné à nouveau. J'ai ri, en fait. Il ne comprenait pas que le silence est aussi une réponse. Chaque seconde où je restais silencieuse était une seconde de plus où ils devaient faire face à ce qu'ils avaient fait.
J'ai désactivé la sonnerie, j'ai posé le téléphone face contre table et je me suis versé une autre tasse de thé. Dans le noir, la chaleur du thé se mêlait à l'odeur du bois et du vernis sur mes mains. Un calme s'est installé en moi, le genre que l'argent ne peut pas acheter. Le lendemain matin, Julie a appelé. Sa voix était aussi posée que toujours. Hélène, je pense qu'il est temps que vous prépariez un dossier des dépenses des 3 dernières années. Je le compilerai dans un registre financier, au cas où ils essaieraient de contester quoi que ce soit. J'ai arrêté de remuer mon thé. De quoi avez-vous besoin? Relevé bancaire, reçu de virement, toutes les dépenses que vous avez couvertes, aussi détaillées que possible. Avec tout en main, vous aurez un contrôle total. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Vous l'aurez. Et l'examen du plan se fera ici même, dans mon salon. Julie a eu un léger rire. J'aime la façon dont vous appelez ça, un examen du plan. Très dans le style de quelqu'un qui construit des fondations. J'ai dit, nous ne démolissons pas la maison. Nous réparons les fondations. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai parcouru chaque ancien email de virement. Chaque petite chose. Repas, frais de scolarité, vacances, voyages surprises, tout était étalé comme une carte de la dépendance. L'argent n'était pas ce qui faisait le plus mal. Ce qui m'étouffait, c'était de réaliser que j'avais été traitée comme une ressource naturelle. Sans sentiment, jamais fatiguée. J'ai rassemblé toutes les impressions dans un dossier épais intitulé « Dépenses, foyer le roi 2021 à 2024 ». Je l'ai posé soigneusement sur le bureau, à côté du ciseau que je venais de polir. L'un était en acier, l'autre en papier. Tous deux avaient le même travail, enlever le pourri. Dehors, le soleil tardif se déversait par la fenêtre sur notre photo de mariage. J'ai regardé François et j'ai parlé comme s'il était encore là. Je fais ce que tu m'as dit, pas par colère, mais par respect de moi-même. La maison était silencieuse, juste l'horloge comptoise qui battait la mesure, comme un cœur sûr. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ce rythme m'apaiser. Quelque part de l'autre côté de l'océan, ils étaient probablement recroquevillés sur des sièges durs dans le hall de l'aéroport de Fort-de-France, la photo de paradis toujours non livrée. Ils ne savaient pas que le paradis, ce n'est pas l'eau bleue et les boissons chères. Le paradis, c'est de bien dormir dans une maison que vous avez construite de vos propres mains. Sans dette, sans mensonge, sans personne qui siphonne votre fiducie. J'ai fermé le dossier, j'ai soufflé la bougie sur le bureau et je me suis dit, demain, les plans s'ouvrent. Et cette fois, c'est moi qui tiens la règle. 3 jours plus tard, les coups violents sur ma porte en fin de matinée ont sonné comme un marteau frappant l'acier. Je préparais du thé quand la tasse a tremblé dans ma main. Les coups étaient si forts que notre photo de mariage a vibré sur le mur. J'ai su immédiatement que le vol du paradis martiniquais était de retour. Et maintenant, leur colère se tenait à ma porte, non plus un son étouffé dans mon imagination. Je ne me suis pas précipitée. J'ai posé la bouilloire, je me suis essuyé les mains sur une serviette en lin et je suis allée ouvrir la porte. Adrien se tenait là, le visage rouge, coup de soleil ou rage, je ne pouvais pas dire. Sa chemise était froissée, le col de travers, et du sable de plage adhérait encore aux roues de sa valise. Sandrine se tenait derrière lui, ses lunettes de soleil ne parvenant pas à cacher son malaise, son rouge à lèvres mal appliqué. Les 2 enfants se cachaient derrière elle, les yeux écarquillés, ne comprenant rien. « Il faut qu'on parle », dit Adrien, la voix tendue, essayant de rester calme alors que sa main écrasait la poignée de la valise jusqu'à blanchir. Je me suis écartée et j'ai ouvert la porte. Très bien, entrez. L'air à l'intérieur était plus frais, mais la température semblait monter dès qu'ils sont entrés. Une chaleur de colère, d'orgueil et de gêne. Sandrine a enlevé ses lunettes et a regardé autour du salon comme si elle entrait dans un endroit qui lui appartenait autrefois et qui ne l'était plus. Adrien a commencé immédiatement, sans préambule. Tu sais ce que j'ai dû dire à la réception? J'ai dû prétendre que c'était une erreur technique, que tu avais mal fait le virement. Tu comprends comment les gens me regardaient. J'ai versé le thé, lentement et régulièrement. Ça a l'air difficile. Sandrine est intervenue, plus sèchement. Personne ne voulait ça. On voulait juste emmener les enfants en vacances. Les laisser s'amuser. Tu nous fais passer pour des voleurs. Ah vraiment? J'ai posé la bouilloire et j'ai esquissé un petit sourire. Donc, c'était juste un voyage pour les enfants. Adrien a expiré bruyamment et s'est lancé dans son discours habituel. Tu es cruel. Pourquoi n'as-tu pas appelé la banque pour réactiver la carte? Il suffisait d'un coup de fil. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Pourquoi? Quelques dépenses erronées. Je les ai laissés parler. Sans interruption, sans réaction.
Chaque phrase tombait comme une petite pierre sur un étang calme. J'ai regardé par la fenêtre, le soleil sur les citronniers, or pâle, doux. La voix de Sandrine a vacillé. Les enfants ont dû dormir à l'aéroport. Tu le sais? Nous n'avions ni chambre, ni voiture. J'ai dû emprunter de l'argent à une amie pour reprendre des vols. Comment peux-tu ne pas te sentir coupable? Je me suis tournée vers elle, calme. Si on parle de culpabilité, peut-être devrions-nous commencer par utiliser l'argent de quelqu'un d'autre sans demander. Le silence s'est étiré pendant quelques secondes, épais et lourd. J'ai entendu l'horloge comptoise sonner. De l'autre côté du canapé, Julie Dubois était déjà assise, comme prévu. Il ne l'avait pas remarqué. Julie était assise, calme, les jambes croisées, un ruban bleu marine autour du dossier en cuir sur ses genoux. Quand Adrien a repris son souffle pour parler à nouveau, elle a dit doucement, son ton aussi stable qu'un coup de raison. « Excusez-moi, mais avant de continuer, je crois que Madame Leroy a quelques éléments à présenter. Mon nom est Julie Dubois, son avocate. » Adrien s'est figé. Une avocate. Oui, je suis ici pour m'assurer que cette conversation reste claire et honnête. Sandrine a dégluti et a jeté un regard autour d'elle. Mon Dieu, tu as fait venir une avocate à la maison. J'ai regardé droit vers elle. Oui, je l'ai fait. Parce que j'ai fait appel à la confiance trop de fois et personne n'a répondu. L'atmosphère de la pièce a changé immédiatement, dense comme l'air avant un orage. Julie a posé le dossier en cuir sur la table basse en noyer, celle que j'avais construite avec les planches restantes de François. Elle a dénoué le ruban et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement empilés, chacun avec un onglet et un numéro. Factures, relevés, virements, tous imprimés de la banque, rien d'ajouté ou de retiré. Julie a fait glisser la première pile vers moi. Vous pouvez présenter. J'ai hoché la tête, j'ai pris la première page et je l'ai posée. Transaction datée du 15 février. 50 000 € pour l'investissement dans la boutique de Sandrine. 3 jours plus tard, 7 800 € chez Hermès, avenue Montaigne. 18 avril, 12 000 € pour une adhésion à un club de golf. Le même mois, 3 400 € pour un dîner de « célébration familiale » au homard bleu. Je n'étais pas invitée à ce dîner. La prise d'Adrien sur la valise s'est resserrée. Maman. J'ai levé une main. Ne fais rien. Je n'ai pas fini. Je me suis tournée vers la deuxième pile, la voix égale, non haussée. En août dernier, Sandrine a utilisé ma carte secondaire pour acheter des billets en classe affaires pour Miami pour une soi-disant retraite d'entreprise. Pendant ce temps, j'ai découvert que sa boutique en ligne avait déjà fermé. Sandrine est devenue pâle. Maman. Je ne te traite pas de menteuse, ai-je interrompu. J'énonce des faits. Comme sur un plan. Mesurer juste, couper juste. Garder les émotions à l'écart. Julie a ouvert le troisième dossier et l'a fait glisser vers Adrien. Ce sont vos relevés d'accès à la fiducie familiale Leroy. Vous avez retiré des fonds trimestriellement. Chaque fois entre 9 et 12 000 €, marqués comme dépenses familiales. Au cours des 3 dernières années, cela représente près de 120 000 €. Le visage d'Adrien s'est vidé de son sang. Il m'a regardé fixement. Qu'est-ce que c'est, maman? Tu as suivi chaque euro que j'ai dépensé. J'ai soutenu son regard et j'ai parlé doucement, clairement. Non, mon fils. La banque l'a suivi. Je ne fais que le lire. La pièce est devenue silencieuse. Dehors, les feuilles bruissaient. Un son chuchotant. Dans ce calme, je pouvais entendre mon cœur battre, non pas de peur, mais de soulagement. J'ai posé la pile et j'ai continué. Pendant 3 ans, je n'ai rien demandé. Mais chaque euro que j'ai donné, vous l'avez traité comme votre dû. Vous n'avez pas demandé « Comment vas-tu, maman ?» Vous avez demandé « La fiducie a-t-elle une clause de distribution anticipée ?» Et quand vous m'avez humilié à l'aéroport, vous pensiez encore que c'était la faute de quelqu'un d'autre. Sandrine s'est affaissée dans un fauteuil, les mains tremblantes sur la lanière de son sac, son rouge à lèvres maculé. On voulait juste une pause. Julie a croisé les mains. Une pause avec l'argent de quelqu'un d'autre, c'est de la dépendance, pas du repos. Je l'ai regardé, puis je les ai regardés, ma voix baissant, chaque mot comme un clou enfoncé dans le bois. Il n'y a pas de lacune dans un plan mesuré avec une équerre en acier. Adrien, François m'a appris, quand les fondations se fissurent, on enlève le pourri. On ne le rafistole pas. C'est ce que je fais aujourd'hui. Adrien a baissé la tête, silencieux. Sandrine s'est mordu la lèvre. Des larmes ont coulé,
Mais personne n'a parlé. J'ai versé plus de thé. J'ai fait glisser la tasse vers Julie, sans regarder les deux autres. Buvez. Ça refroidit. Julie a pris une petite gorgée, puis a fermé le dossier d'un geste doux et final. Plus de mots n'étaient nécessaires. La vérité avait fait son travail. Je me suis assise dans ma propre maison, et j'ai senti le calme se répandre comme un lac après une tempête. 3 ans, 120 000 euros et d'innombrables mensonges aplatis en quelques feuilles de papier. J'ai regardé les chiffres et je n'ai pas ressenti de colère, juste du chagrin. Chagrin pour un fils qui aurait pu choisir l'honnêteté, mais qui a choisi la cupidité. Dehors, la lumière du soleil s'est adoucie. Des rires d'enfants venaient de la maison voisine, clairs, insouciants, intacts. Cela m'a fait penser à quand Adrien était petit, courant dans le jardin, criant « Maman, regarde-moi » avec la voix la plus pure. Maintenant, entre l'homme adulte assis devant moi et cet enfant, la seule chose qui restait en commun était un nom. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai passé ma main le long du bord de la table. Le bois était frais. Le grain courait droit comme une ligne de poux. Toute fondation qui espère tenir doit perdre ses fissures, et j'étais enfin prête à le faire. J'ai poussé le dossier épais vers l'avant, mes doigts effleurant les pages comme un chirurgien se préparant à une opération délicate. Non pas sur la chair, mais sur une maladie lente et cachée, le retrait illimité comme habitude. Commençons, dis-je, la voix égale, jamais haussée. Je marquerai chaque point clairement, de la même manière que l'on marque les points pourris dans une fondation. Julie a démarré l'enregistreur, sa voix professionnelle. Réunion d'aujourd'hui entre Madame Hélène Leroy et Monsieur et Madame Adrien et Sandrine Cole, en présence de l'avocate représentante. J'ai hoché la tête et j'ai ouvert la première page. 50 000 euros, le sauvetage de la boutique. J'ai levé les yeux vers Sandrine. 3 jours plus tard, vous avez acheté un sac Hermès pour 7 800 euros. Je ne sais pas ce que la boutique vend, mais elle ne vend clairement pas l'honnêteté. La bouche de Sandrine s'est crispée. Elle a commencé à répondre, mais Julie avait déjà ouvert son ordinateur portable et sorti une impression couleur. Sandrine, souriante, tenant le sac orange vif, avec la légende « Enfin, je me fais plaisir #nouveau départ ». L'ambiance dans la pièce a chuté. La lumière de l'après-midi traversait son visage, mi-éclairé, mi-ombre, comme un portrait de la culpabilité maquillée. J'ai tourné la page. 10 000 euros, un acompte sur une nouvelle voiture. Adrien a dit que c'était pour faciliter les trajets scolaires. Quelle route vers l'école est si longue qu'elle nécessite un SUV de luxe. Adrien a expiré brusquement. Ne sois pas dramatique, maman. J'investis dans notre avenir, notre famille. L'image compte dans mon domaine. Je l'ai regardé longuement, pas en colère, juste froidement. Tu parles d'image, Adrien ? Quelle image est-ce quand un homme utilise l'argent de sa mère pour acheter une voiture et se vante ensuite d'être un autodidacte ? Il s'est tu. J'ai tourné une autre page. 5 000 euros, votre taxe foncière. Cette maison n'est pas à mon nom, ne fait partie d'aucun patrimoine et n'est pas une maison que j'ai même visitée. Pourtant, chaque année, je payais discrètement la taxe parce que je pensais que cela vous aidait à garder un toit sur la tête. Il s'avère que je consolidais les fondations de l'ingratitude. Sandrine a inspiré, les lèvres tremblantes. Adrien a baissé les yeux, évitant mon regard. J'ai continué, chaque ligne tranchant à travers les excuses. Et ici, une longue liste de dîners de famille. Le homard bleu, la perle océane, l'entrecôte d'or, tous des endroits où un steak coûte 300 euros. Chaque facture notée, dîner de famille. Merci, maman. Point. J'ai fait une pause et je les ai regardés. Ce qui est drôle, c'est que je ne me souviens pas m'être assise à l'une de ces tables. Un léger clic, Julie marquant l'horodatage dans l'enregistrement. L'air de la pièce s'est épaissi. L'horloge comptoise sonnait lentement et lourdement. Ce rythme me rappelait un battement de cœur, régulier, non pressé. Chaque battement un avertissement. Vous voyez ? Dit doucement Julie. Chacune de ces transactions a le même thème. Pas de limite, pas de surveillance, pas de sens de la gratitude. J'ai hoché la tête, ma voix plus basse. Ce n'est pas une négligence. C'est une habitude. Une habitude dangereuse, des retraits faits avec arrogance. Adrien a levé la tête, essayant de rester calme, mais sa voix s'est déformée. Qu'est-ce que tu fais, maman ? Chaque euro avait une raison. Je n'ai pas volé. J'essaie de construire un avenir pour ma famille. Tu dois comprendre ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu construis une maison avec des briques empruntées à mes fondations, Adrien. Et c'est moi qui paie pour son lent effondrement.
Sandrine s'est tournée vers lui, la voix tremblante. Je t'avais dit qu'elle ne laisserait pas passer ça. Elle m'a regardée, vraiment effrayée pour la première fois de la journée. L'histoire de la mère douce qu'elle avait peaufinée pour les parents ne correspondait plus à la scène. J'ai tourné la dernière page, un papier épais avec une bordure bleue, le document de la fiducie familiale Leroy. Je l'ai posé, la voix profonde. Et ça, dis-je lentement, c'est la vraie cible. Pas les vacances, pas les petites choses, la fiducie. Le silence a cloué la pièce. Julie a aligné la pile, ses yeux se tournant vers moi, le regard de quelqu'un qui sait que la suite ne sera pas facile à entendre. J'ai tapoté le plateau en noyer avec un doigt. Le son apporté dans le silence comme un battement de cœur avant une intervention chirurgicale. Tu m'as demandé encore et encore, la fiducie est-elle révocable ou irrévocable? Y a-t-il une clause de distribution anticipée? Je pensais que tu étais curieux de finances. Maintenant, il est clair que tu n'étais pas curieux. Tu sondais. Adrien s'est raidi. Alors, tu accuses ton propre fils. J'ai soutenu son regard, ma voix stable. Non, Adrien, je n'accuse plus. Je sais. Un long silence. La tête de Sandrine s'est inclinée. Sa main a serré la lanière déchirée de son sac jusqu'à blanchir. Julie a posé son stylo. Doucement mais fermement. Madame Leroy, dit-elle, il y a un dernier document. Je me suis tournée vers Julie et j'ai hoché la tête. Allez-y. Mais avant qu'elle ne puisse soulever le dossier, je l'ai arrêtée. J'ai regardé mon fils, l'enfant que j'avais autrefois tenu quand il a fait ses premiers pas, maintenant assis là avec le visage plat d'un étranger. J'ai parlé lentement, chaque mot lourd comme du plomb. Adrien, avant de regarder ça, fais-moi une faveur et appelle ça par son nom. Il n'a rien dit. J'ai répété, nomme-le. N'appelle pas ça une erreur. N'appelle pas ça un malentendu. Appelle ça ce que c'est. Sandrine lui a chuchoté, ne dis rien. Je l'ai entendu clairement. J'ai juste souri. Tu vois, Adrien? Les gens ne te disent de te taire que lorsqu'ils savent que tu es sur le point de dire la vérité. Personne n'a répondu. Je me suis penchée en arrière et j'ai regardé la photo de François sur le mur. Il m'avait dit un jour quelque chose que je ne comprends pleinement que maintenant. Une maison ne tombe pas à cause des tempêtes. Elle tombe quand les gens creusent les fondations de l'intérieur. Ma maison, ma fiducie, avait été creusée pendant 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai enfin commencé à arrêter le ciseau. Julie est restée assise, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Adrien. La sueur a commencé à perler sur son front, ses épaules se sont rentrées. Il a pris une profonde inspiration, puis a parlé doucement, sa voix rauque comme le vent glissant à travers une fente dans une porte. Je voulais juste que tu me fasses confiance. J'ai secoué la tête. Non, Adrien. Tu voulais que je croie que je n'oserais jamais dire non. Et c'est là que tu t'es trompé. Dehors, le vent s'est levé. Les feuilles de l'oranger bruissaient, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Une lumière dorée pâle est tombée sur la table, scintillant sur la pile de papier comme une lame mince. J'ai regardé Julie. Maintenant, ouvrez ce document. Elle a hoché la tête, a ouvert le dossier en cuir et a sorti une petite enveloppe scellée à la cire rouge. Lorsque le sceau des Leroy a capté la lumière, j'ai entendu le souffle de Sandrine se couper. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, seulement que ce qui allait être lu ne laisserait aucune place à la prétention. La pièce est restée silencieuse. L'horloge comptoise a gardé le temps, tic-tac, un battement, 2 battements, 3. J'ai expiré lentement, comme un artisan terminant la première coupe de la chirurgie la plus nécessaire de sa vie. Julie a brisé la cire rouge avec un petit coupe-papier en argent, sa lame brillant sous la lampe. Elle a sorti un mince jeu de pages attachées avec une agrafe en laiton. J'ai reconnu le logo d'un tribunal dans le coin supérieur droit et une extraction autorisée. Indiscutable. Ce sont des documents que le tribunal nous a permis de récupérer d'un email interne, a déclaré Julie, sa voix égale, neutre. Envoyé le 10 juin à 22h47 de adrien.leroy@conseil-leroy.com à sandrine.col@iclou.com. Elle a levé les yeux vers nous puis a lu. Sujet, plan Martinique, paiement de la vieille dame. L'air dans la pièce s'est tendu comme le son du verre qui se fissure. Un frisson a parcouru ma peau. Julie a baissé les yeux et a continué. L'idée est d'emmener maman en Martinique, la laisser se détendre, prendre quelques verres, puis aborder doucement la signature pour une distribution anticipée. Disons simplement que c'est pour soutenir mon travail et que je le rembourserai plus tard. Une fois qu'elle se sera adoucie, nous pourrons présenter les documents. Si ça ne marche pas, au moins on aura de bonnes vacances.
Les 30 000 € ne sont que l'appât. Un investissement émotionnel. Ne gâchons pas cette opportunité. Julie s'est arrêtée, a plié la page, et sa voix s'est faite plus basse. Je n'ai pas besoin d'expliquer davantage. Pendant un instant, personne n'a respiré. Sandrine a laissé échapper un petit sanglot sec, prise entre la peur d'être exposée et la peur d'être abandonnée. Le visage d'Adrien est devenu si pâle que je pouvais voir de faibles veines bleues sous sa peau. Cela me rappelait les murs d'un hôpital, des endroits froids où les gens attendent de mauvaises nouvelles et n'ont plus la force de faire semblant. Aucune excuse ne pouvait les sauver maintenant. Chaque malentendu s'est effondré comme une façade lâche dans le premier grand vent de la saison. Chaque mot de l'email était une vis. Chaque ligne, le véritable plan d'un stratagème qu'ils avaient essayé de cacher. Adrien a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il est resté là, figé, regardant fixement la page posée au centre de la table. Sandrine a tendu la main vers la pile, mais Julie l'a arrêtée, douce, ferme. Je suis désolée. C'est une preuve. Personne ne la touche. Je les ai regardés, plus calmes que je ne l'avais jamais été. Pendant des années, je m'étais imaginé enragé, frappant la table, criant « Pourquoi ?» Mais maintenant que tous les rideaux étaient tombés, je n'avais pas besoin d'élever la voix. La vérité était assez forte. J'ai fermé le dossier et j'ai laissé l'email au milieu de la table, net comme un panneau de chantier. Structure illégale. Travaux arrêtés. Personne n'a parlé. Seule l'horloge comptoise a maintenu son rythme régulier, comme un charpentier enfonçant le dernier clou dans le cercueil d'une confiance brisée. Je me suis levé lentement et j'ai fait le tour de la table. Je pensais que la famille était le seul endroit où l'on n'avait pas besoin de défense, dis-je, ma voix basse mais stable. Mais peut-être que j'avais tort. Une maison ne tombe pas à cause des tempêtes. Elle tombe parce que quelqu'un creuse les fondations par en dessous. Sandrine a baissé la tête, ses mains se crispant jusqu'à trembler. Elle a balbutié. « Maman, je n'ai pas. » J'en ai assez entendu, ai-je coupé, doucement mais fermement. La partie la plus douloureuse n'est pas que vous ayez menti. C'est que vous ayez supposé que je ne le découvrirais jamais. Je suis allée à la fenêtre et j'ai tiré le rideau. La lumière de l'après-midi a glissé sur le jardin, un mince éclat sur le verre. C'était si silencieux que je pouvais entendre une feuille atterrir sur la terrasse. Je me suis retournée vers les deux personnes qui avaient été autrefois ma chair et mon sang, maintenant juste deux silhouettes debout devant l'effondrement de la structure qu'elles avaient construite avec la tromperie. Adrien s'est levé d'un bond, sa chaise tombant avec fracas. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'était juste un plan. Écrit de ta propre main, ai-je terminé pour lui. Signé par toi. Envoyé de ton email professionnel. Ne le nie pas, Adrien. Il n'y a que deux choix maintenant. L'admettre ou continuer à creuser le trou que tu as fait. Je n'ai pas élevé la voix, mais chaque mot s'enfonçait comme un clou à travers la dernière couche de peinture du beau masque solaire. Les yeux de Sandrine allaient et venaient, cherchant une issue, vers la porte, vers Julie, de retour vers moi. La peur a éclaté, indubitable. Je ne les ai pas mis dehors. Je n'en avais pas besoin. La vérité possédait cette maison maintenant, et c'était elle qui les invitait à partir. Adrien s'est affaissé dans la chaise, les mains serrant sa tête. Sandrine a sorti un mouchoir, a essuyé son rouge à lèvres maculé, puis a regardé son mari comme pour le gronder, mais les mots avaient disparu. Entre eux, l'email reposait, immobile, un miroir reflétant ce qu'il ne voulait pas voir. La cupidité n'est pas une erreur. C'est une habitude, nourrie par l'indulgence de quelqu'un d'autre. J'ai marché tranquillement jusqu'à la porte. Chaque pas sur le parquet semblait doux et régulier. Quand ma main s'est refermée sur la poignée, Adrien a murmuré « Maman, je suis désolé. » Je ne me suis pas retournée. « Ne t'excuse pas auprès de moi, » dis-je. « Excuse-toi auprès de toi-même d'être devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. » La porte s'est ouverte et la lumière de l'après-midi a inondé la pièce. Douce et honnête. Adrien et Sandrine sont sortis comme des gens le font après une tempête, sans savoir qu'ils étaient trempés bien avant de sentir la pluie. Je les ai regardés descendre les marches. Les roues de la valise ont grincé sur le gravier sec, un son rauque et cassé. Puis la porte s'est refermée derrière eux. Clic. Ce n'était pas de la colère. C'était le claquement d'une paire de cisailles coupant le cordon qui avait été noué autour de mon cou pendant des années. Le cordon de la culpabilité, de la peur et de la croyance qu'être une mère signifie un pardon sans fin. L'air dans la maison s'est allégé. Julie était toujours là, rassemblant calmement les documents. Quand elle a levé les yeux, son sourire était doux et profond. « Voulez-vous que je continue à protéger ou que nous commencions à reconstruire ?» Je l'ai regardée,
j'ai expiré et j'ai répondu, reconstruire. Je ne veux pas vivre dans une maison où je ne fais que rafistoler de vieilles fissures. Je veux poser de nouvelles fondations, qui ne mélangent plus la famille et l'exploitation. Julie a hoché la tête, ses yeux chauds mais vifs. C'est un choix fait par quelqu'un qui recommence, pas par quelqu'un qui s'enfuit. J'ai souri, plus légère, comme si une lourde poutre avait été retirée de ma poitrine. J'ai passé ma vie à garder un toit sur la tête des autres. Maintenant, il est temps de le garder pour moi-même. Elle a rangé les papiers soigneusement dans sa mallette. Avant de partir, Julie a posé une main sur mon épaule. Aujourd'hui, vous n'avez pas perdu une famille. Vous avez laissé derrière vous la pourriture. La porte s'est refermée derrière elle, et j'étais seule dans le salon. La lumière du soleil tardif s'étirait sur le sol en verre et peignait une longue bande de luminosité sur le parquet, la lumière d'un commencement. Je me suis assise dans le fauteuil que François avait fabriqué et j'ai senti le grain lisse sous ma paume. Le léger parfum de thé persistait, et quelque part, l'odeur des oranges flottait depuis le jardin. J'ai regardé autour de la pièce, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment en sécurité. Plus de sonnettes de demande, plus d'appels d'urgence familiaux, juste moi et une sorte de calme doux, comme le moment après le passage de la dernière tempête. Dehors, le soleil a glissé derrière les collines. L'or a touché le bord du rideau, le faisant briller comme un ruban de soie. Je me suis penchée en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai parlé doucement, comme à François, comme à moi-même. Cette maison est enfin de nouveau debout. 2 jours après le départ de Julie, la maison s'est installée dans un calme étrange. Pas de téléphone qui sonne, pas d'écho de colère ou d'excuses, seulement le vent qui s'infiltre à travers les cadres des fenêtres et la légère odeur d'huile de lin dans le salon. J'ai préparé une théière d'Earl Grey et je me suis assise à la table que François avait construite, regardant la lumière glisser sur le bois, le grain brun formant des boucles comme les années que nous avions vécues. Simple, robuste, honnête. Julie est passée ce matin-là avec sa mallette marron, son visage clair et calme comme celui d'un architecte entrant dans une maison sur le point d'être restaurée. Elle a regardé autour d'elle et a dit « Vous savez, Hélène, certaines portes s'ouvriront toujours au même vieux vent, peu importe le nombre de serrures que vous changez. Parfois, la meilleure façon de protéger une maison n'est pas de la renforcer. C'est un nouveau plan. » J'ai ri. Parlez-vous de la loi ou de ma vie? Julie a haussé une épaule. Les deux. Cette phrase m'a calmée. Un nouveau plan. Cela semblait simple, mais pour moi, cela touchait quelque chose de plus profond que la loi. Le sens de l'héritage. Je ne voulais pas réparer de vieilles charnières. Je voulais remplacer le plan. Cet après-midi-là, j'ai sorti un vieil album de l'armoire, celui avec des photos de l'époque où François et moi avions un minuscule atelier de menuiserie dans la Loire. Sur une photo, François se tenait à côté de la première table que nous ayons jamais vendue, son visage rayonnant sous une lampe chaude. L'atelier n'était pas plus grand qu'un garage, l'odeur de bois frais et de vernis se mêlant à celle de la jeunesse. François disait toujours « Ce qui est le plus précieux pour un artisan, ce n'est pas l'outil, c'est le savoir-faire et la discipline. L'argent sans caractère, c'est juste de la sueur sur le sol. » J'ai caressé la photo, la gorge serrée. Peut-être était-il temps de revivre sa part. La part que j'avais enterrée sous des chèques et une générosité aveugle. Ce soir-là, en parcourant mes contacts, je me suis arrêtée sur un nom, Alice Monroe, ma nièce, la fille de ma défunte sœur. Alice était en dernière année de design d'intérieur à l'école Camondo. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps, mais je me souvenais qu'elle avait dit un jour, lors d'une réunion de famille, que son projet portait sur des espaces pour personnes âgées où la lumière et les matériaux apportent la paix, pas la pitié. J'ai appelé. Sa voix était vive et pleine d'énergie. Tante Hélène. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu appelles. Comment vas-tu? Je vais bien, Alice. Je voulais avoir des nouvelles de ton projet. Son ton est devenu enthousiaste. Je finalise un centre communautaire en bord de mer pour les personnes âgées. Je veux des matériaux en bois durable qui respirent avec le temps, chaleureux et honnêtes. La lumière filtrera à travers des puits de lumière. Ainsi, tu sais, chaque matin, le soleil se déplace comme une horloge vivante. Je veux que cela leur permette de se sentir eux-mêmes. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu François dans son attention, sa croyance que le bois a une âme quand l'artisan en a une. Tu sais, dis-je doucement, François, ton oncle, m'a appris ceci. La partie la plus importante de toute construction est celle que l'on ne voit pas. Alice a ri. Les fondations, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Non, le caractère de l'artisan. Les fondations se fissurent. Un bon artisan sait comment reconstruire. Un silence sur la ligne.
Puis Alice a dit doucement, « Tant Hélène, je veux vraiment apprendre ça, pas seulement sur le papier. » Ces mots ont pris feu en moi. À ce moment-là, l'idée s'est formée aussi clairement qu'un plan fini. La fiducie familiale, le roi n'existerait plus. Je la transformerais en une fondation, quelque chose qui créerait réellement de la valeur. Après l'appel, je suis restée longtemps à mon bureau, regardant la photo de François. Je ne laisserai pas notre travail vivre uniquement sur du papier de succession, ai-je murmuré. Le lendemain matin, j'ai appelé Julie. Je veux convertir toute la fiducie en une fondation. Julie a fait une pause. Puis ses yeux se sont illuminés. Êtes-vous sûr? Ce n'est pas un changement de nom. C'est un changement d'objectif légal. Je suis sûre. Je veux que mon argent soit une porte, pas une fenêtre pour se montrer. Julie a souri et a hoché la tête. Je comprends. Alors, rédigeons le nouveau plan. Nous l'avons esquissé ensemble. Nouveau nom, Fondation Hélène Leroy. Mission, bourse d'études de 4 ans pour les femmes de plus de 50 ans cherchant une reconversion dans le design d'intérieur, la menuiserie fine et la construction durable. Vision, transformer les soi-disant vieilles compétences en nouvelles valeurs. Les aider à reconstruire leur vie, tout comme je le fais. J'ai écrit une note à la main en dessous. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le marteau. Julie l'a lu et a souri. Vous écrivez mieux qu'un avocat. Non, dis-je, j'ai juste fendu assez de planches pour savoir comment poser la suivante droite. Nous avons travaillé sur les détails jusqu'à près de midi. J'ai ajouté, je veux qu'Alice Monroe soit la première directrice exécutive après l'obtention de son diplôme. Julie l'a noté. Raison. J'ai regardé par la fenêtre la lumière du soleil sur le sol poli. Parce qu'elle comprend la valeur de la lumière et de l'honnêteté, les deux choses dont toute construction a besoin. Cet après-midi-là, j'ai rappelé Alice. Je dois une promesse à François et tu vas m'aider à la tenir. Je lui ai raconté tout le plan. Elle est restée silencieuse, puis a eu la gorge nouée. Tante Hélène, je ne sais pas quoi dire, sauf merci. Oncle François serait si fier. Ne me remercie pas, dis-je avec un sourire. Construis-le solidement. Ce n'est pas mon argent. C'est l'héritage de mains honnêtes. Cette nuit-là, je suis restée à mon bureau, éditant chaque ligne du projet. À chaque frappe de touche, j'entendais les anciens sons, scie, rabot, ciseaux. J'imaginais cette fondation comme une nouvelle maison, pas luxueuse, mais avec 100 portes s'ouvrant pour des femmes qui pensaient que leur vie était terminée. Avant d'éteindre la lumière, j'ai écrit dans le coin de la dernière page, « Promesse à François. Transformer l'argent en porte, pas en fenêtre pour se montrer. » J'ai posé le stylo et j'ai regardé la ligne que j'avais écrite. Dehors, la lueur de la lune argentait le bureau où je pouvais encore sentir la chaleur de François dans le bois. J'ai souri. Enfin, je ne rafistolais pas un vieil héritage. Je rédigeais un nouveau, dont personne ne pourrait retirer, mais seulement puiser l'inspiration pour se reconstruire. 3 semaines après avoir parlé avec Alice, l'épais dossier de la fiducie familiale Leroy reposait sur le bureau de Julie. Elle était assise droite, ses lunettes basses sur son nez, la lumière du matin tranchant le bureau comme une ligne divisant le passé et le présent. « Prête, Hélène ?» demanda Julie. J'ai hoché la tête, plus que jamais. Elle a placé 2 dossiers devant moi. L'un intitulé « Dissolution, fiducie familiale Leroy ». L'autre, sur du papier épais avec une bordure vert jade, portait la mention « Statut constitutif, Fondation Hélène Leroy ». J'ai regardé les 2 titres côte à côte. Une fin, un commencement. Étrangement, les 2 semblaient être la paix. Julie m'a guidée à travers chaque étape. D'abord, nous allons dissoudre légalement la fiducie familiale Leroy. J'ai notifié les parties concernées et confirmé qu'aucun bénéficiaire n'est éligible pour contester. Ensuite, tous les actifs seront transférés à la nouvelle fondation. Biens immobiliers, comptes d'investissement et droits de propriété intellectuelle de votre ancienne entreprise de meubles. Elle a fait une pause, m'a regardé dans les yeux. Une fois que vous aurez signé, la fiducie familiale Leroy sera officiellement terminée. J'ai resserré ma prise sur le stylo. Sa pointe a gratté légèrement le papier, comme une scie sur un grain serré. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai senti un poids invisible tomber de mes épaules. C'est fait, dit doucement Julie. Et maintenant, vous allez apporter quelque chose de nouveau au monde. Elle a ouvert le second dossier et m'a tendu la première page des statuts. La première ligne disait « Fondation Hélène Leroy », une organisation à but non lucratif établie pour fournir des bourses de formation et de reconversion pour les femmes de plus de 45 ans en design d'intérieur, menuiserie et construction durable.
Tous les programmes seront gérés selon des principes de transparence, de respect et de discipline professionnelle. J'ai lu lentement, puis j'ai signé. Et par un matin calme de septembre, un nouveau chapitre est né des cendres de la déception. Julie a continué à énumérer les dispositions. Surveillance indépendante, un conseil d'administration de 3 membres sans lien de sang avec vous. Restrictions légales. Toute personne ayant exploité des biens familiaux ou étant liée à un abus de confiance personnelle est définitivement exclue de tout bénéfice. Quand elle a lu cette ligne, elle s'est arrêtée pour observer ma réaction. J'ai simplement hoché la tête. Gardez-la. Sans l'adoucir. Une partie de moi voulait être miséricordieuse, mais une autre partie, celle qui avait appris le coup de la gentillesse aveugle, savait que la clémence ne devait pas l'emporter sur la justice. Après la réunion, j'ai vendu une maison de location à Aix-en-Provence, celle que j'avais prévu de garder pour la prochaine génération. Je comprenais maintenant que la prochaine génération n'était pas les gens portant mon nom de famille. C'étaient les gens qui avaient besoin d'un commencement. La vente est devenue le capital de départ du fonds. Julie l'a appelé le « fonds d'amorçage ». Je l'ai appelé le « second tronc ». Nous avons choisi 3 écoles partenaires pour les premières bourses. L'école Camondo, où étudiait Alice, l'École nationale supérieure des arts décoratifs et l'école Boulle. J'ai insisté sur des conditions claires. Les fonds couvrent uniquement les frais de scolarité, les outils et les frais de subsistance essentiels. Pas de cadeaux, pas d'avantages. J'ai dit à Julie, je veux que chaque euro de cette fondation entende des marteaux, des scies et du papier de verre. S'il ne résonne pas dans l'atelier, il va dans la mauvaise direction. Julie a souri et a pris une note. J'utiliserai cette phrase exacte sur le site web. Une fois les formalités administratives terminées, Julie a conseillé un lancement discret. Pas de conférence de presse, juste des notes internes à ceux qui avaient besoin de savoir. J'ai accepté. Nous avons rédigé une courte lettre à notre ancien réseau dans le monde du meuble, les gens qui avaient travaillé avec François et moi quand nous étions jeunes. J'ai écrit « Si vous avez déjà aimé le bois, senti le vernis, compris la valeur d'une coupe droite, j'espère que vous reviendrez cette fois, non pas pour concevoir pour des clients, mais pour concevoir l'avenir de femmes qui veulent recommencer. » En une semaine, plus de 20 personnes ont répondu, se portant volontaires pour encadrer la première promotion. L'un d'eux a écrit « François m'a appris à mesurer 3 fois et à couper 1 fois. Je leur apprendrai cela. » J'ai lu les lettres et j'ai souri à travers mes larmes. En même temps, Julie m'a aidé à mettre en place un comité d'éthique. J'ai gardé la présidence d'honneur. Pas de salaire, pas de droit de vote. Je voulais que la fondation me survive, ce qui signifiait qu'elle devait tenir sans moi. Alice, désormais directrice exécutive par intérim, m'a envoyé le plan de la première année. Stratégie de collecte de fonds, indicateurs d'impact social, partenariat avec des fabricants de bois respectueux de l'environnement. Dans le plan se trouvait un graphique que j'ai adoré, des cercles concentriques. Au centre, l'apprenante, l'anneau suivant, le mentor, l'anneau extérieur, la communauté renouvelée. Alice a ajouté, « Personne ne marche seul. Nous sommes tous reliés par le bois, solides, flexibles, chaleureux. » J'ai relu cette ligne et j'ai senti mon cœur s'apaiser, comme il le fait quand ma main passe sur une surface parfaitement rabotée. Un matin, le journal local, Le Progrès, m'a invité à une interview sur la femme de 67 ans qui transforme son patrimoine personnel en un fonds de formation pour les femmes plus âgées. Julie a demandé « Voulez-vous le faire ? C'est un bon moment de communication. » J'ai souri. Non, je veux d'abord couler les fondations. Une maison avec des fondations à moitié finies et une enseigne brillante n'attire que les curieux, pas les artisans. Julie a hoché la tête. C'est exactement ce que dirait un menuisier. Quand le calendrier s'est précisé, Alice m'a envoyé la première affiche de recrutement. Des lettres en gras sur une feuille blanche, 12 bourses pour celles qui recommencent après 45 ans. En dessous, un petit slogan, « Personne n'est trop vieux pour apprendre à construire quelque chose de beau à nouveau. » J'ai levé les yeux. Dehors, le soleil de l'après-midi inondait le jardin. J'ai entendu un marteau taper quelque part, peut-être chez le voisin, peut-être dans ma mémoire. Le bois frappant le bois, un son rond et chaud. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le jour de l'ouverture. 12 femmes entrant dans la classe, un stylo à la main, les yeux timides et brillants. Elles apprendraient à mesurer, couper, assembler, à sentir la bonne douceur d'un plateau de table, à savoir que la beauté ne réside pas seulement dans le produit, mais dans la confiance d'un artisan en lui-même. J'ai souri. La maison dans mon cœur, autrefois remplie de disputes, de silence et de trahison, était en train d'être reconstruite, non pas avec des exigences ou des excuses, mais avec des marteaux, des scies et du papier de verre. Pour moi,
Ces sons sont la plus belle musique de la vie, la musique des gens qui apprennent à recommencer, comme je l'ai fait un jour. Le premier message d'Adrien est arrivé une semaine après que la presse a commencé à mentionner la fondation. Ce n'était pas une excuse ni une demande de rencontre, juste une ligne creuse. Maman, je comprends. Merci de garder les enfants sur la liste des bourses pour adolescents. Je l'ai lu et j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu, car quand les gens comprennent vraiment, ils n'ont pas besoin de l'écrire. 3 jours plus tard, Sandrine a envoyé un long email intitulé « Pour les enfants ». Son ton était plus doux que jamais. Ils essayaient de repartir à zéro. Elle avait reconnu les « erreurs de jeunesse ». Et Liam et Ava manquent à leur grand-mère. À la fin, elle a ajouté une ligne hésitante. « Si tu pouvais nous aider un peu pour que nous soyons plus stables. Nous promettons de ne pas te décevoir. » Je n'étais pas en colère, et je ne me suis pas moquée d'elle. Mon cœur était plat et calme, comme le plateau en bois que je polis chaque matin. J'ai transféré l'email à Julie. Elle a répondu brièvement, « Toute communication future doit passer par la représentation légale. » C'était suffisant. Les problèmes familiaux ne se résolvent pas avec des enveloppes d'argent, seulement avec des limites claires. J'ai rédigé moi-même un bref résumé. Résumé des limites, comme l'avait suggéré Julie, un peu plus d'une demi-page en gros caractères. 1. Toute rencontre avec Adrien et Sandrine n'aura lieu qu'en présence d'un conseiller familial. 2. Absolument aucune discussion sur les finances. 3. Liam et Ava sont libres de participer aux activités communautaires de la Fondation, mais ils ne représentent pas la famille Leroy. J'ai signé en bas, daté, et classé l'impression. Non pas pour menacer, mais pour me rappeler, la paix a aussi besoin de discipline. 1 mois plus tard, la Fondation a organisé son premier atelier pour adolescents, sur le thème « Apprendre à se tenir droit avec ses propres mains ». J'ai envoyé une invitation séparée à Liam et Ava, pas par l'intermédiaire de leurs parents. Ils ont tous les deux accepté. Le premier jour, j'ai observé de loin dans l'atelier. Les mains de Liam tremblaient en tenant un rabot, et Ava mesurait constamment le bois avec une erreur d'1 centimètre. L'instructeur a souri et a dit « Ce n'est pas grave. Mesurez à nouveau, comme tout le monde. » Ils se sont regardés, puis se sont penchés et ont continué. Pas de plainte, pas d'abandon. J'ai regardé, la gorge serrée. Peut-être que ce qui s'est brisé dans une génération est en train de se ressouder dans la suivante. Ce soir-là, Alice a appelé en vidéo depuis l'atelier, le visage maculé de peinture mais rayonnant. Tante Hélène, le premier atelier a été un succès. Les enfants veulent même fabriquer des chaises supplémentaires pour la salle communautaire. J'ai souri. Très bien, tant qu'ils mesurent, coupent et prennent leurs responsabilités eux-mêmes. Alice a brandi le nouveau croquis du logo de la Fondation. Un cadenas s'ouvrant, sa anse se transformant en une porte d'où jaillit la lumière. Je pense que ça devrait être ça. Chacun a sa propre serrure. Parfois, personne ne l'ouvre pour vous. Vous apprenez à l'ouvrir de l'intérieur. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. C'était simple et d'une beauté inattendue. Ça marche, Alice. Tu comprends le sens mieux que n'importe quel designer. Le lendemain matin, j'ai repris ma routine. Préparer le thé, ouvrir la fenêtre et polir la table que François m'avait offerte le jour de notre mariage. À chaque passage du chiffon, je me souvenais de lui la posant dans notre première maison. Du chêne rouge, disait François. Un bois qui ne se fend pas parce qu'il sait comment fléchir avec les saisons. J'avais ri à l'époque. Tu parles de la table ou de nous? Il avait répondu, les deux. Maintenant, chaque matin, j'essuie la table comme un petit rituel de guérison. Chaque reflet sur le grain me rappelle que ce qui dure n'est pas ce qui n'a jamais été cassé. C'est ce qui sait comment rebondir. J'ai aussi appris une nouvelle compétence, l'art de rester silencieuse lors d'une fausse alerte. Avant, dès qu'Adrien disait « Maman, c'est urgent », je me précipitais pour ouvrir le coffre-fort. Plus maintenant. Julie m'a appris une bonne phrase. S'ils allument un feu pour appeler à l'aide, laissez-les trouver leur propre tuyau. Au début, c'était difficile. L'instinct maternel vous pousse à intervenir. Mais peu à peu, j'ai appris à respirer, à rester immobile, car parfois, la gentillesse sans contrôle ne fait que jeter plus de bois sur un feu tenu par les mauvaises mains. En octobre, la Fondation a ouvert les candidatures pour les bourses. Alice m'a envoyé la première liste. 48 candidates, des femmes de 46, 53, et même une de 71 ans. L'une d'elles a écrit dans sa lettre de motivation « J'étais infirmière. Maintenant, je veux fabriquer des chaises en bois pour une maison de retraite. Je veux que les aînés s'assoient sur quelque chose qui a une âme. » Mes yeux ont piqué quand j'ai fini.
J'ai envoyé un message à Alice. Garde ce dossier. C'est la première personne que je veux rencontrer. Au milieu des nouvelles joies, il y avait des après-midi où je regardais la cour vide. Les endroits où Adrien lavait la voiture. Les jours où Sandrine cuisinait encore le dîner. Non pas pour faire mal, mais pour me souvenir que la douleur a aussi vécu ici. Un après-midi, Julie est passée avec le dossier fiscal de la première année, complet. Elle a dit que la fondation fonctionnait bien et que quelques autres écoles avaient pris contact pour un partenariat. J'ai demandé, dois-je faire un discours lors de l'annonce? Julie a souri. Non, ils veulent juste que vous soyez présente. Votre présence suffit. J'ai hoché la tête, regardant par la fenêtre. J'ai fait assez de bruit pour une vie. Je vais laisser les actes parler maintenant. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à François. Mon stylo glissait doucement sur la page sous la chaude lampe de bureau. Cher François, j'ai fermé le robinet. Personne ne peut plus le tourner, sauf avec un vrai travail. Mais j'ai ouvert un nouveau courant pour les femmes à qui on a dit qu'elles avaient passé leur temps. Je pense que tu sourirais, car notre argent est enfin retourné à ce qu'il devrait être, un outil, pas une chaîne. Liam et Ava vont bien. Alice fait un travail formidable. Elle a tes yeux, brillants et stables. Je sais que si tu étais là, tu construirais une belle table pour la fondation, mais ce n'est pas grave. Je la ferai moi-même. Et cette fois, je n'aurai pas peur des rayures. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans le tiroir avec la petite scie à main de François. Le lendemain matin, j'ai réservé un billet pour la Martinique. Pas un voyage en famille, pas un hôtel de luxe, pas une valise pleine de vêtements. Juste un sac en toile, quelques carnets et un petit kit de sculpture sur bois. Au comptoir, l'agente a demandé « Vous voyagez seul ?» J'ai souri. Oui, cette fois, vraiment seul. Le vol est parti au lever du soleil. La couche de nuages en dessous est lentement devenue rose pâle. Je me suis penchée en arrière et j'ai fermé les yeux. Dans mes écouteurs, il n'y avait pas de musique, juste un enregistrement des vagues de l'océan, régulières, basses, lointaines. J'ai pensé à la dernière fois. Même aéroport, même direction, mais plein d'humiliation. Cette fois, je portais la paix. Alors que l'avion amorçait sa descente, le bleu de la mer des Caraïbes s'est étendu, scintillant, infini, ne demandant rien, invitant seulement à regarder. J'ai pris une longue inspiration. L'air était salé mais doux. Le bruit des vagues était comme une longue expiration que mon cœur attendait. La paix, il s'avère, a un son. Pour moi, c'était l'océan qui murmurait « Maintenant, vis, Hélène ». Pour mon premier matin en Martinique, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La mer était encore brumeuse à l'aube, de petites vagues se succédant comme la respiration de la terre. J'ai pris le carnet en cuir usé que je transporte depuis que la fondation a pris forme et j'ai marché pieds nus sur le sable. Pas de bruit, pas de rendez-vous, juste le sel, le vent et le calme. Je me suis assise et j'ai ouvert le carnet. La première page était blanche, si blanche qu'elle me donnait envie d'écrire quelque chose de clair, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. J'ai écrit le titre « 10 règles pour une gentillesse avec des clôtures ». Puis, ligne par ligne, les mots ont pris forme sous une main qui tremblait un peu dans la brise marine. 1. La gentillesse n'est pas un portefeuille laissé ouvert. C'est un bois solide qui supporte le poids. 2. Aider quelqu'un une fois, c'est partager. L'aider pour toujours lui enlève sa capacité à se tenir debout. 3. Être sans cesse généreux envers les irresponsables, c'est encourager l'injustice. 4. Quand quelqu'un vous traite comme une ligne d'approvisionnement au lieu d'une personne, fermez la vanne. 5. Les limites ne tuent pas l'amour, elles apprennent à l'amour à montrer du respect. 6. Ne nourrissez pas la peur d'être mal aimé avec de l'argent. 7. Personne n'a le droit de qualifier d'égoïste le choix de votre paix. 8. Pardonner ne signifie pas laisser quelqu'un continuer à vous faire du mal. 9. La solitude est parfois le quai où la paix monte dans le train. 10. La gentillesse a besoin de portail, de serrure et d'un gardien. Et ce gardien, c'est moi. J'ai regardé les 10 lignes et j'ai inspiré. Le vent a soulevé la page et l'a laissé retomber, comme si la mer tapotait en signe d'accord. J'ai souri. Je n'écrivais plus pour blâmer qui que ce soit. Je me libérais d'années d'esclavage à l'étiquette de « mère désintéressée ». J'ai murmuré « Hélène, merci d'avoir enfin dit ça suffit, point ». Quand le soleil s'est levé à l'horizon et a doré chaque vague, un SMS a sonné dans mon sac. Un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Juste une photo d'une note de bar d'hôtel. En dessous, un court message. Je voulais juste que tu sois heureuse. S.
J'ai regardé le code de la transaction et j'ai reconnu l'hôtel de l'année dernière, l'endroit où le plan paiement de la vieille dame avait été écrit. J'ai laissé échapper un petit rire. Sans amertume, sans tristesse. Le genre de rire que l'on a quand une vieille chanson passe et que l'on se rend compte qu'elle ne nous fait plus pleurer. J'ai tapé une ligne, puis je l'ai effacée. Plus besoin de mots maintenant. J'ai refermé mon téléphone et j'ai regardé l'océan. La joie, murmurai-je, ne vient pas d'un cocktail que quelqu'un veut que je signe. Elle vient du calme de savoir que personne d'autre ne contrôle mes mains. Cet après-midi-là, j'ai appelé Alice. Le vent était fort, et de son côté, j'entendais des ciseaux à bois et des marteaux de l'atelier de la fondation. « Tante Hélène !» a crié Alice. « Nous prototypons de nouveaux bureaux d'études pour l'atelier communautaire. Je pense que nous devrions ajouter une autre catégorie amusante pour les femmes de 50 ans et plus qui font de la menuiserie à la main. Elles viennent de demander un nouveau cours. D'anciennes infirmières, comptables, couturières. » Mon cœur s'est accéléré. Exactement, Alice. C'est ce que j'allais dire. Pas seulement des bourses. Construisons un atelier de menuiserie communautaire. Un endroit pour apprendre, fabriquer et vendre. Un endroit où leurs mains touchent du vrai bois, pas seulement de la paperasse. Alice a ri. Je vais rédiger la liste des outils. Scie compacte, perceuse portative, gants en cuir et verrous de sécurité. Pour les mentors, j'inviterai 2 des anciens gars de l'atelier de François, ils sont impatients. Merci, dis-je. Ce que tu fais, c'est ouvrir la porte que j'ai autrefois fermée. J'ai raccroché, pleine de gratitude. Quelque chose m'a frappée. Quand vous donnez un métier aux gens, personne n'a besoin de vous demander de l'argent. Je leur donnais ce que j'avais perdu, le pouvoir de se tenir sur leurs propres mains. Ce soir-là, je suis retournée dans ma chambre d'hôtel. La lueur de la lune se déversait par la fenêtre, dessinant des bandes courbes sur le sol comme des ondulations. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit quelques lignes de plus pour le discours d'ouverture de la fondation. Titre, Il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'ai écrit, ne pensez pas que 50 ans est un point d'arrêt. C'est le moment où vous avez assez d'expérience pour savoir ce que vous voulez construire, et assez de pertes pour comprendre la valeur de chaque clou planté droit. Si votre cœur bat encore et que vos mains tremblent encore d'excitation, vous pouvez recommencer avec votre propre marteau. J'ai écrit jusqu'à ce que les lumières de la pièce s'éteignent, ne laissant que la lueur de la lune et le bruit de la mer. Le lendemain matin, j'ai marché sur la plage. Les vagues frappaient le rivage par séries, puis se retiraient, laissant derrière elles de petits morceaux de bois flottés. Un long morceau sombre gisait à quelques pas. Je l'ai ramassé. Le grain était usé mais intact, la surface étrangement lisse. Je l'ai essuyé avec ma manche, froid et lourd au début, puis se réchauffant dans ma paume. Je savais exactement ce que j'allais en faire. Je vais te faire un cadre, François, ai-je murmuré. Pas grand, pas sophistiqué, juste assez pour contenir notre photo dans l'atelier, quand tu avais 30 ans et moi 28. Quand tu m'appelais encore, la gardienne des plans, point. Une forte rafale a repoussé mes cheveux en arrière. La lumière du soleil a brillé sur l'eau. Les vagues se suivaient. Pas de bousculade, pas d'agrippement, chacune sachant où sa limite se terminait, puis se retournant. J'ai soudain compris. La mer, plus que quiconque, c'est ce qu'est une limite. Elle ne s'arrête pas par peur, elle s'arrête parce que si elle ne le faisait pas, elle se briserait. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le balcon de l'hôtel avec le bois flotté à la main, la lumière du soleil se déversant sur la petite table. J'ai pris le petit couteau à sculpter de mon kit et j'ai taillé lentement, l'odeur de bois humide et de sel se mélangeant, ravivant les souvenirs du vieil atelier et de François sifflotant les matins d'hiver. J'ai sculpté une petite ligne sur le bord inférieur. Nous avons reconstruit. Nous avons bien reconstruit, pas seulement la maison, pas seulement la fondation, mais une vie. Au coucher du soleil, je me suis levée et j'ai jeté un dernier regard sur l'océan avant de rentrer. Le soleil brûlait de rouge, projetant de longues bandes brillantes sur l'eau comme des planches polies. J'ai dit doucement, surtout à moi-même, la vie, c'est comme la menuiserie. Mesurer, couper, jeter ce qui est tordu, garder ce qui est droit. Et surtout, savoir quand poser le couteau. J'ai souri, j'ai soulevé le cadre inachevé et je suis retournée à l'hôtel. Mes pas s'imprimaient dans le sable. Puis les vagues les effaçaient. Mais je savais, comme toute belle trace, qu'elle n'a pas besoin de durer pour être rappelée. En moi, la mer continuait de parler avec le même rythme familier. Garde tes limites, Hélène, car le véritable amour est comme l'océan. Il te soutient, mais il ne t'avale pas. Le jour où nous avons annoncé la fondation Hélène Leroy, le ciel de Lyon était clair et lumineux.
La lumière du soleil tombait comme de fins fils d'or sur le petit jardin devant le centre communautaire, autrefois l'ancien atelier de menuiserie de François, maintenant une salle. Je portais une simple robe en lin bleu-gris, pas de bijoux, juste le bracelet en argent que François m'avait offert, un petit symbole de commencement et d'honnêteté. Les 12 premières boursières étaient assises au premier rang, leurs yeux brillants comme du bois fraîchement huilé. L'une venait de divorcer après 30 ans de mariage. Une autre avait été licenciée à 53 ans. Une était veuve. Quelques-unes avaient pensé qu'il était trop tard. Mais aujourd'hui, elles étaient là, non pas pour mendier une opportunité, mais pour la créer. Je me suis approchée du pupitre et j'ai regardé autour de la pièce sobre, éclairée par la lumière naturelle du soleil. Vous savez, ai-je commencé, ma voix un peu tremblante, la table de mariage que François m'a fabriquée est toujours dans ma maison. Et c'est à cette table que j'ai lu un email intitulé « Plan Martinique, paiement de la vieille dame », une petite vague de rire. Ironique, pas cruel. Leçon de gens qui avaient été méprisés et qui reprenaient leur voix. J'ai souri. Je pensais que l'héritage était quelque chose que l'on laisse aux gens. J'ai appris que le véritable héritage est ce que l'on laisse dans les gens. La croyance que, peu importe le nombre de fois où l'on est mis à terre, on peut se reconstruire, et cette fois, construire plus fort. Je leur ai parlé des fissures dans mes propres fondations, de François, des leçons de la gentillesse sans clôture, et de l'apprentissage de la compétence la plus difficile de toutes, dire non sans culpabilité. Quand j'ai eu fini, Alice est montée sur scène et a présenté son projet, un centre d'artisanat du bois pour les femmes plus âgées. La maquette était en pin brut. La lumière passait à travers les fenêtres et les murs fins. L'air et le bois se mélangeaient comme une douce chanson. Rien n'est plus beau que la lumière que l'on laisse passer, a dit Alice. J'espère que cet endroit sera la lumière pour celles qui pensaient être dans le noir. La salle est devenue silencieuse, puis s'est remplie d'applaudissements. Ma gorge s'est serrée, non pas de fierté, mais de savoir que le rêve de François continuait, non pas à travers des biens, mais à travers du sens. Julie s'est approchée et m'a serré la main. De la défense à une nouvelle architecture, vous l'avez fait, a-t-elle dit. J'ai souri. Honnêtement, Julie, je n'ai rien reconstruit. J'ai juste ouvert la porte. Le bien était déjà dehors, attendant d'entrer. La cérémonie s'est terminée par un set acoustique doux joué par l'une des nouvelles étudiantes. Je me suis assise au dernier rang et j'ai regardé autour de moi, sentant la paix se répandre. Pas de luxe, pas de bannière, pas de fleurs coûteuses, juste du bois, de la lumière et des rires. Je savais que c'était la nouvelle maison de mon héritage. Quand la salle s'est presque vidée, j'ai vérifié mon téléphone. Un email d'Adrien. 7 mots. C'est bien que tu ailles bien. Hey. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai répondu, je vais bien. La porte est ouverte à la responsabilité, pas aux exigences. J'ai cliqué sur envoyer. Pas d'attente d'une réponse. Pas besoin. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai accroché le cadre en bois flotté de Martinique au mur, juste au-dessus de la table de mariage de François. À l'intérieur, il y avait une photo de nous de 1982. 2 personnes souriant dans un atelier poussiéreux, sa main posée sur une planche fraîche. Sous le cadre, j'ai gravé une petite ligne sur une bande de chêne rouge. Garde l'équerre droite, la vieille phrase de François. 3 mots simples, mais la façon dont je veux vivre. Je me suis assise, j'ai versé du thé et j'ai regardé la lumière rebondir sur le plateau de la table. Plus de dépenses insensées, plus d'appels exigeants, plus de silence lourd de culpabilité. Juste le calme, le seul bien que personne ne peut voler. Alice a envoyé un SMS. Tante Hélène, l'atelier a reçu sa première commande, 20 cadres photos en bois de récupération. Nous graverons le nom de chaque artisane sur sa pièce. La chaleur a rempli ma poitrine. La meilleure partie de recommencer n'est pas de réparer les vieilles erreurs. C'est de créer des chances pour que d'autres ne les répètent pas. J'ai éteint les lumières, ne laissant que la lueur du cadre en bois. La pièce s'est remplie de l'odeur du bois et du thé. L'odeur simple que François appelait l'odeur du temps bien vécu. J'ai regardé par la fenêtre. La lueur de la lune recouvrait le chemin de pierre menant à l'atelier de la fondation. J'ai murmuré. La porte est ouverte, François. Non pas pour que n'importe qui s'y engouffre, mais pour que la lumière entre en premier. Si vous avez écouté jusqu'ici, votre cœur a probablement une petite égratignure aussi. Juste assez pour vous apprendre à construire une clôture autour de votre gentillesse. J'aimerais savoir d'où vous écoutez et comment vous avez maintenu des limites pour l'amour, pour la gentillesse ou pour votre propre paix. Partagez dans les commentaires. Pas besoin d'écrire beaucoup. Soyez simplement vrai. Peut-être que votre histoire atteindra quelqu'un d'autre qui essaie de trouver le courage de dire « ça suffit ».
Et si mon histoire vous a fait sourire, vous a rappelé que la dignité n'est accordée par personne, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez avec moi, Hélène Leroy, pour que nous puissions continuer à raconter des histoires de résilience, de personnes qui ont beaucoup perdu mais ne se sont pas perdues elles-mêmes. Merci d'avoir écouté avec tout votre cœur. Dans ce monde bruyant, votre présence est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire aujourd'hui. Et si vous pouvez vous en souvenir, ne laissez personne d'autre détenir les clés de votre maison paisible. Gardez-les dans votre main et n'ouvrez la porte qu'à ceux qui méritent d'y entrer.